lorsque je suis rentré pour la première fois avec ma caméra en Algérie, c'était avec un responsable de section qui était un ancien scout musulman. Il était encore très jeune, il devait avoir 22, 23 ans, et il était donc chef de section, et je marchais avec les bons hommes, là, et il m'a dit on doit faire sauter un train. Je dis un train, faire sauter un train, pourquoi? Il dit c'est le train militaire qui ouvre la ligne. Et c'est une attaque contre c'est un objectif militaire. Bon, il avait l'air embêté en disant est-ce que ça ne te gêne pas que de filmer une action de guerre? Je dis mais si je veux montrer que la guerre existe, il faut bien que je filme une action de guerre. Et c'est vrai que ça m'embêtait, c'est vrai que c'est toujours dire bon sang, il y a des gars qui vont y laisser leur peau là-dedans, mais si tu veux montrer qu'il y a une guerre, tu es obligé de filmer la guerre. Et finalement, il a décidé de faire sauter le train sur un pont. C'était effectivement, j'ai vu arriver le train, il y avait la locomotive, il y avait un wagon intermédiaire et il y avait derrière une espèce de petit char sur une plateforme et c'était le wagon qui vérifiait si la ligne n'avait pas été piégée pendant la nuit et c'était sur un grand viaduc donc je voyais déjà le train dégringoler au bas du viaduc avec la vitesse acquise, si ça pétait normalement. Et puis ça a explosé, mais ça a explosé sous le wagon central. C'est-à-dire que le train est sorti des rails, mais n'a pas été éjecté hors du viaduc, comme ça se serait passé si l'explosif avait explosé avant le passage du train et que le train n'avait pas pu s'arrêter, là il serait dégringolé d'une trentaine ou d'une quarantaine de mètres. Là il est resté bloqué sur le pont. Et je me suis toujours dit, il a fait exprès. Il a fait exprès pour moi de ne pas balancer le train dans le ravin. Et j'ai toujours dit qu'il l'avait fait exprès. Amitié de boy scout à boy scout comme ça, puisque moi aussi j'étais un petit boy scout quand j'étais au maquis, c'était en tant qu'éclaireur de France, c'était quand j'étais au maquis en France, et je me suis dit il a fait ça pour que j'ai moins de problèmes, moins de gêne. Mais quand je l'ai interviewé après, il a raconté que simplement ça n'avait pas pété, il voulait faire péter devant le train pour que le train bascule, et ça n'avait pas pété à la suite d'une erreur d'appréciation dans les branchements, qu'il avait pu réparer, et que ça avait pété donc juste sous le train, qui donc n'était pas passé dans le ravin, mais qui avait quand même bloqué la ligne pendant très longtemps, parce qu'il est toujours très difficile de dégager un train qui est au milieu d'un viaduc. Et dans le montage que j'ai fait, ensuite, j'ai laissé les deux versions, parce que je suis toujours persuadé que ma version était la bonne. Et lui me dit non, non, j'ai pas fait ça pour te faire plaisir, j'ai fait ça parce que ça s'est mal passé. Et donc j'ai gardé les deux versions. Mais effectivement, ça m'a posé des problèmes de filmer des actions de guerre, mais je crois que si je voulais montrer la guerre en images, il fallait effectivement avoir ces images-là. Et j'ai jamais reproché aux gens, y compris à ceux qui m'ont tiré dessus quand j'étais déjà blessé, et qui voyaient que je n'avais comme toute arme, comme seule arme qu'une caméra. Il y a un fusil mitrailleur qui a continué à me tirer dessus à une cinquantaine de mètres. Et j'ai filmé la première rafale qui arrivait. J'avais déjà été blessé aux jambes et j'avais une commotion dans à la hauteur du bassin. Je ne pouvais plus remuer les jambes.
Et j'étais donc sur un truc absolument à plat, il n'y avait rien pour me cacher, j'avais la caméra et je filmais des gens qui couraient avec leurs fusils mitrailleurs, qui posaient leurs fusils mitrailleurs et qui me tiraient dessus. Et des parachutistes. Et la première rafale est arrivée devant la caméra, la deuxième rafale est arrivée dans la caméra et la caméra a explosé. Et je me suis réveillé 73 heures après, 72 heures après, les Algériens m'avaient ramené jusqu'à la frontière tunisienne. Et quand je me suis réveillé, quand j'ai ouvert les yeux, je me suis rappelé que j'étais en train de filmer des gens qui me tiraient dessus. Et j'ai vu autour de moi des corps dénudés avec une toute petite serviette autour des reins, tout huileux, tout dégoulinant de flotte. Et immédiatement, je me suis dit, bon sang, ça y est, c'est le curé de Cabaret qui avait raison, je suis au purgatoire ou en enfer. Et simplement, comme il n'avait pas pu m'amener jusqu'à un hôpital, il m'a collé dans un bain mort. Et quand je suis sorti du coma, j'étais dans le bain mort, et les gars qui se trimballaient autour de moi étaient des gens qui prenaient leur bain, c'est tout, qui étaient donc en toute petite tenue. Mais ça fait une drôle d'impression quand même, comme ça au départ. Bon, et puis j'avais très mal au crâne, et je me suis dit quand même, c'est bien, tu continues à filmer les gens qui te tirent dessus, comme ça, tu restes caméra fixe. Bon, et puis ensuite je me suis rendu compte que j'avais pas pris un éclat par devant, mais que c'était complètement à l'arrière du crâne. Et je me suis donc rendu compte que je devais être complètement recroquevillé derrière la caméra et que c'est instinctivement que je continuais à filmer comme ça, en me cachant derrière la caméra. Et bon, toujours est-il que j'avais un petit morceau de quelque chose qui m'était rentré dans le crâne, là. On a cru pendant longtemps que c'était un éclat de balle. Et puis ensuite, les copains m'ont ramené à Tunis. Et il était impossible à Tunis de m'opérer parce que c'était dans la boîte crânienne, et ça avait traversé la boîte crânienne. Il y avait un tout petit éclat très mince, mais qui risquait de déchirer le cerveau. Bon, donc les toubibs à Tunis n'étaient pas d'accord pour faire une action là-dessus. Il a donc fallu me faire, comme je n'avais plus aucun papier, me faire des papiers pour que je puisse aller me faire opérer dans un endroit où il n'y aurait pas de contrôle français. Je ne pouvais pas aller en France, j'étais recherché en France parce que les gens savaient que j'avais dit que j'allais tourner aux côtés des Algériens. Donc j'étais recherché pour aide au FLN. Et si j'avais été en Italie ou en Allemagne, on ne savait pas si les ambassades de France n'auraient pas demandé mon extradition vers la France pour que je puisse être jugé. Donc les copains s'étaient dit, il n'y a qu'un endroit où il n'y a pas d'ambassade de France, c'est dans le seul pays européen qui n'est pas reconnu par la France, c'est l'Allemagne de l'Est. Et donc on m'a fait des papiers, un passeport d'apatride, pour un passeport, ça s'appelle un passeport Nansen, du nom du Suédois qui a instauré les passeports de ce genre pour les gens qui n'en ont pas d'autres. Et je me suis retrouvé en Allemagne dite à l'époque RDA, République démocratique allemande, où il n'y avait pas d'ambassade de France. Et là, j'avais toute la pellicule que je voulais faire agrandir, et on pouvait me soigner le crâne. On m'a envoyé d'abord à l'hôpital, et à l'hôpital, j'ai entendu les toubibs qui, après m'avoir examiné, discutaient entre eux en allemand. Je parle un petit peu allemand, donc je comprenais ce qu'ils disaient, et le chirurgien-chef disait, je ne sais pas, comme ça fait longtemps que la blessure, qu'il a été blessé, ça fait 5 semaines, il y a un cal qui s'est formé, l'os a fait un cal au-dessus et au-dessous dans la boîte crânienne, donc il faudrait enlever non seulement le bout de métal, mais enlever aussi une portion d'os autour. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est un petit morceau de métal? Le cal a l'air correctement fait des deux côtés, donc il n'y a plus de risque de déchirure du cerveau.
Et il s'aperçoit que j'avais les yeux ouverts et il me dit vous savez que c'est pas un éclat de balle que vous avez dans la caméra, dans la tête. Je dis non, on m'a dit que c'était un morceau de l'objectif de la caméra, de l'objectif, une partie métallique de l'objectif de la caméra. La balle a frappé la caméra a explosé, et c'est un morceau de l'objectif qui m'est rentré dans le crâne. Et il me dit oui c'est ça, mais c'était quoi votre caméra? Moi je dis c'était une caméra Payard. Il me dit caméra Payard c'est suisse. Je dis oui c'est une caméra suisse. Il se tourne vers ses deux assistants et puis il dit « Alors si c'est du matériel suisse, ça doit être déjà aseptisé, c'est propre, tout ça. Moi je propose qu'on laisse et qu'on mette une petite plaque de consolidation, mais qu'on n'essaie pas d'enlever le morceau qui reste là-dedans. Il n'y a pas de risque. » Voilà, c'est comme ça que j'ai toujours le morceau de caméra dans le crâne. Je suis le seul cinéaste sans doute à avoir un morceau de caméra dans la tête.